fait, les plateformes de marque doivent être accompagnées d'une esthétique et d'une ambiance de marque. Parce que la pensée physique, en fait, aujourd'hui, elle revient, parce qu'en fait, c'est la pensée dominante du métaverse, c'est une pensée physique. On dit pas, je vais créer un e-store dans le métaverse. On dit, je vais créer une boutique dans le métaverse. Parce que le métaverse, pour l'instant, réplique beaucoup les façons de faire du monde physique. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir François Grouillet, qui est le fondateur de Joja NYC, Joja New York, qui est un studio de conseil en dirigeant basé à Paris et à New York, qui est à la confluence du coaching, du consulting et du think tank. Salut François, ça va ? Salut, ça va ? François est un vieux copain, on s'est rencontrés en 2004 à New York. À l'époque, tu bossais pour Havas, c'est ça ? Tout à fait. Et tu as eu un bout de carrière dans différentes agences. Oui, d'abord dans le digital, chez une entreprise qui s'appelait Digitas, qui a été rachetée plus tard par Publicis Group. Ensuite, en Californie, chez Goodby Silverstein & Partners. Qui est peut-être moins connu en Europe, mais tu me le disais tout à l'heure, qui est l'inventeur du Got Milk. Ouais, de Grand Slow Boss, c'est la plus grande agence de Californie avec TBWA, qui était l'agence d'Apple. Donc voilà, c'était les deux grosses agences de Californie. Et où je faisais vraiment du conseil en stratégie, conseil en CMO. Avant de rentrer en France, encore passage. dans la stratégie, un peu plus dans le management, et ensuite monter une filiale d'agence à New York. On peut le dire, hein, c'est public, c'est Fred et Farid, c'est ça, que tu as monté à New York et lancé aux États-Unis. Ouais. Pendant quelques années. Et puis en fait assez vite, j'ai monté ma propre boutique qui s'appelle Joja. Joja, dans laquelle tu officiais seul pendant un bout de temps, mais qui Ouais, en fait c'est sur plutôt un mode ce que j'appelle studio. Ouais. C'est-à-dire avec des stratégistes, des coachs sur lesquels qu'on connaît bien, qu'on a vetted, qui ont des compétences dont on sait qu'elles sont bonnes. Vetted, que vous aviez validé. Il y aura beaucoup d'anglicisme dans cet épisode. Il y en a très souvent dans le panier. Vous m'en excusez, chères auditrices, chers auditeurs. Je les assume. Voilà. Donc on a une associée qui arrive dans une semaine. Donc qui va prendre en charge en fait toute la partie, le pôle de transformation digitale, transformation des entreprises. Et on cherche, peut-être je le garde pour la fin, mais en tout cas je profite de faire tout de suite de la pub. Donc on cherche quelqu'un pour venir prendre le pôle stratégie de marque. Et puis moi je me focus vraiment sur le conseil en dirigeant. High level. Oui, enfin en C-suite, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toute la partie d'équipe dirigeante des grandes entreprises, mais aussi de plus en plus des scale-up, et puis après aussi des VIP, donc athlètes très connus, gens des médias, personnalités de la mode. Sur quel type de problématiques ? Sur des problématiques qui varient en fait, mais c'est souvent des problématiques de clarification de en fait leur envie déjà. Leur intention, parce qu'on commence toujours par là, c'est comme la vision d'un entrepreneur. Et puis après, la mise en énergie de tout ça, c'est-à-dire comment est-ce que en fait on fait advenir, par exemple pour un athlète qui est à la retraite, comment il va utiliser sa marque, parce qu'en fait aujourd'hui on voit que de plus en plus les individus, les influenceurs sont des marques en eux-mêmes, et donc on aide à clarifier justement leur valeur de marque, mais c'est un peu différent parce que c'est des valeurs personnelles. Mais il y en a en fait, il y a une marque Djokovic, il y a une marque Mbappé, et donc on peut travailler avec ces gens-là et développer leur marque, et ensuite les aider à en fait activer cette marque et avoir les bons partenariats, la bonne séquence pour que derrière ça soit valorisé correctement. Derrière tout ça, il y a toujours la création de valeur. Ça se démocratise beaucoup, hein. Alors on enregistre le 23 août, l'épisode sortira
dans les jours qui viennent. J'ai attendu la fin de Stranger Things pour me le binger. Et tu sais, l'actrice Eleven a sa propre marque et c'est un énorme carton aussi. Ouais. Et je réalise qu'il y a énormément d'acteurs et d'actrices qui font ça. Ça c'est profiter de son bassin d'audience et de son aura et de son devenir une marque média en fait en tant que particulier, en tant que personnage public, se fait de plus en plus souvent. Ouais, il y a Ryan Reynolds qui a monté une agence. Ouais. Mais alors c'est une agence de pub. C'est une agence de pub. C'est pas son image qui. Bah quand même. Enfin, il se vend un peu lui. De l'autre côté, on peut aussi se dire que. Je dois avouer que j'adore ce mec. Il me fait marrer. On peut aussi se dire que Gary Vee, Vaynerchuk, de Vayner Media, a fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il s'est créé une personnalité par son expertise et son travail, et qu'aujourd'hui, il est une marque. La marque Gary Vee, ça a une certaine valeur. Je pense que, comme toutes les marques, on pourrait valoriser avec des petits calculs un peu savants la valeur de cette marque. On se croise, on s'est un peu perdu de vue pendant un bout de temps et puis on s'est recroisé depuis un an sur différents sujets sur lesquels j'avais besoin de conseils ou en tout cas de pigner ton cerveau. Et je me suis dit, alors tu sais énormément de choses et j'ai toujours été impressionné et c'est encore le cas aujourd'hui. On va aborder pas mal de sujets. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu as un pied des deux côtés de l'Atlantique et une belle compréhension, je pense, de beaucoup de sujets. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors, je me suis noté des choses tout à l'heure en préparant, mais je me suis noté le growth est-il mort? Parce que c'est ce qu'on a abordé par un petit détour pendant la préparation de cet entretien, mais c'est pas ça dont on va parler. On va parler de social commerce, de live commerce et des grandes plateformes. Pourquoi TikTok et Facebook ont quitté les US et la France avec les outils de shopping par exemple, mais pourquoi est-ce que ça marche quand même très très bien? Quel est le combo gagnant aujourd'hui? Tu m'en parleras surtout avec des exemples américains qui peuvent nous inspirer puisque c'est souvent des trends qui arrivent de notre côté de l'Atlantique assez rapidement. L'avenir de la pub et des nouveaux acteurs. Vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, les coups ont explosé ces 2 dernières années, les 6 derniers trimestres sur Facebook, enfin sur Meta on va dire, mais il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et surtout Facebook aussi sait se réinventer, on en parlera. J'aimerais parler de la culture du retail. L'omnicanalité, c'est un mot-clé que vous entendez beaucoup ici comme ailleurs bien sûr. Tu vas m'expliquer comment est-ce qu'on redonne du sens à la boutique, quel type de mesures on regarde aujourd'hui, plus seulement le dollar per square feet, donc le chiffre d'affaires par mètre carré, mais quelles autres mesures on va prendre, et puis l'évolution de la boutique dans son ensemble. Et je pense qu'on fera pas mal de petites digressions parce que tu as beaucoup de choses à dire. Je suis très heureux de te recevoir. Là, c'est une super façon de rentrer de vacances. On se remet un peu en forme tous les deux. Ça, toi, t'es rentré hier en plus. Hier, ouais. Moi, ça fait déjà une semaine, mais j'aime bien rentrer mi-août. Moi, non. Je trouve que tu peux reprendre un peu dans le calme. Ça ferait que ça dure. Joja, ton studio, la tagline c'est Clarity in the age of too much. L'ennemi c'est la confusion. Ce qu'on va essayer de faire dans cet entretien, c'est de justement mettre de la clarté. Ouais. Tu me le disais, de la confusion et l'angoisse. De la confusion et l'angoisse, ouais. C'est une des premières phrases qu'on a écrites, que j'ai écrites d'ailleurs, au début de Joja. Et c'est vrai qu'on voit que aujourd'hui, la confusion, c'est comme l'eau. En fait, elle s'infiltre un peu partout, spécialement dans cette contexte de the age of too much. C'est vrai qu'on est tous bombardés de stimulation. Et donc, il y a de la confusion dans les têtes des dirigeants, dans vers où ils emmènent leurs équipes, quelles sont leurs priorités. Donc là, il y a déjà du travail de clarifier ça. Confusion dans la tête des équipes sur l'alignement de qui on est en tant qu'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, de la confusion dans l'organisation même de qui fait quoi, des rôles et des responsabilités de chacun. Et ça peut amener à beaucoup de problèmes également dans les entreprises. Et puis, bien sûr, une confusion de portfolio d'offres avec des offres qui sont pas toujours claires et une confusion qui est sans doute pour moi la première, en tout cas que j'ai attaqué dans ma carrière, qui est celle du storytelling. Donc des récits différents à l'intérieur de l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on arrive à ramener de la clarté, de l'alignement sur comment on se raconte en interne et comment on se raconte en externe. Et du coup de la valeur. Et oui, parce que en fait derrière, non seulement quand on amène de la clarté, je pense qu'on enlève de l'angoisse, mais je pense aussi que on déloque, on sort de la valeur, on crée de la valeur.
Et en fait, c'est pas qu'on crée de la valeur, c'est qu'on révèle de la valeur. Je pense que c'est un peu comme un iceberg. Il y a des choses qui sont formidables dans plein d'entreprises et qui sont pas valorisées à leur juste titre, je pense. Des compétences, ça peut être des individus, ça peut être aussi juste de la valeur nominale, parce que les choses ne sont pas clairement expliquées, clairement valorisées. Il y a eu des produits comme ça qui étaient un peu mal fagotés, entre guillemets, et du coup, le moment où on met un peu le spotlight dessus, on se dit, voilà, on va l'expliquer correctement, on va en faire quelque chose, ou on voit un talent et on se dit, en fait, il n'est pas à la bonne place, comment est-ce que on lui définit son rôle avec plus de clarté. Derrière, ce qu'on voit, c'est que ça crée vraiment de la valeur. Donc, clarifier les intentions, le sens, clarifier l'alignement, les rôles, la séquence d'exécution, parce que ça c'est important aussi, et la communication. Start with the why. Pas forcément. Je pense que c'est mieux de commencer par le where to. Vas-y, explique. C'est-à-dire, je pense que Start with the Why, bon, c'est un classique de Sinek, mais moi, j'aime bien commencer par l'intention. Et l'intention, c'est pas forcément le pourquoi. Ça peut se dire, moi, j'ai envie d'arriver là. Donc, l'arrivée idéale, c'est un bon point de départ, de savoir vers où on veut aller. Et donc, déjà, ça demande qu'on se pose un peu des questions et qu'on écoute, on s'écoute soi-même et qu'on écoute ce qui se passe dans le marché. Donc, l'écoute, je pense, c'est vraiment la valeur fondamentale à la base du leadership. Et je pense que plus on arrive à écouter, mais dans l'écoute, je mets vraiment la sensibilité par rapport à ce qui se passe sur le marché, les signaux, on en parlait tout à l'heure, de voir noise and signal, le bruit et les signaux, comment on arrive à lire une situation, à cartographier un champ compétitif. Je pense que tout ça aide vraiment à construire des belles stratégies. Et donner de la clarté et donc créer de la valeur, que ce soit en interne, en externe, sur ses employés, ses clients, les clients de nos clients. Enfin, tu as des clients B2B, B2C. Les clients B2B, B2C. Alors, je travaille beaucoup avec des marques de luxe et de technologie. Donc, je parle pas trop de mes clients, mais je peux te dire, entre les gros, en tout cas, ça a été Twitter aux États-Unis, Google aux États-Unis, Calvin Klein, aujourd'hui LVMH beaucoup, ou des fonds d'investissement comme Eurazeo. Ok, super. Et tu le disais tout à l'heure, mais je le répète, tu recherches un associé en stratégie de marque pour continuer ton développement? Tout à fait, ouais. Je pense qu'on va grandir assez vite cette année, parce que je suis arrivé en France il y a 1 an maintenant, après donc pas mal de temps aux États-Unis. Donc là, ça y est, j'ai vu un peu le marché, j'ai senti. Donc le conseil n'a pas tout à fait la même valeur qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé. Ici, il y a encore un peu des doutes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de charlatans qui sont dans le game, entre guillemets. Il y a des charlatans partout, non? Oui, il y a des charlatans partout, mais dans le coaching et dans le conseil en dirigeant, je pense que il y a un bon pourcentage. Alors, au-delà du digital, c'est intéressant ça. Il y a une différence de maturité entre les États-Unis et l'Europe, ou en tout cas la France, sur l'importance, le poids, la valorisation du coaching de dirigeants. Totalement. Je pense que déjà, moi, je parle pas beaucoup de coaching, je parle beaucoup de strategic advisory, parce que je pense que c'est plus ce que je fais. De conseil strat. Ouais, conseil strat, conseil de performance. Je suis un peu plus comme Wendy dans Billions, je sais pas si tu vois. Bon, j'ai pas son charme, mais... Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les Américains, ils valorisent l'accompagnement. Et ils ont pas du tout de soucis à payer. Quasiment tous les CEO aux États-Unis ont 2-3 conseillers. D'ailleurs, ils s'en moquent dans... comment c'est la série sur les startups startup, je crois, c'est américaines. Ça, ouais. Non, est-ce que c'est startup? Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais ils s'en moquent un peu dans Silicon Valley. Pardon. Silicon Valley, ouais. Et parce qu'il y a le gourou derrière, c'est toujours l'image du gourou, mais en fait c'est rarement des gourous spirituels, plutôt des gens grounded, un peu comme qui ont les pieds sur terre comme moi. Et plutôt pragmatique. Mais c'est vrai que ça, c'est très bien vécu, alors qu'en France, on est peut-être un peu plus... on voit ça peut-être un peu plus comme de la faiblesse, de se faire accompagner, ou d'avoir quelqu'un avec qui faire des ping-pong sur certaines thématiques. Je pense qu'il y a parfois un peu d'arrogance. On m'a déjà dit que, comme moi j'avais fait que les secs, je pouvais pas coacher un polytechnicien. Donc voilà, ça c'est très français comme remarque. Mais c'est vrai que je te disais sparring partner.
Mon coach se disait sparring partner. Donc sparring partner, à la boxe, c'est celui qui te renvoie des coups. Tu donnes des coups, il te les renvoie. Il se disait pas coach, justement, il se disait sparring partner. Donc comme tu le dis, jouer au ping-pong sur des idées, des concepts. Ouais, bon, il faut quand même qu'il y ait des frameworks, parce que si c'est juste de la discussion, on a des amis. Donc on peut avoir appelé des collègues et des amis, mais c'est vrai que les deux choses qu'on voit chez un dirigeant, c'est que ils sont isolés et insularisés. Isolés parce qu'en fait, ils ont personne à qui parler, à part leur époux ou leur épouse. Donc ça, c'est un classique. Hein. C'est vraiment, moi, je suis souvent, en tout cas, les époux et les épouses me connaissent, déjà parce que je leur parle, des dirigeants, mais en plus... Attends, ça fait partie de ton framework ? Ça fait pas partie du framework, mais ça fait partie, en tout cas, d'une des méthodes, c'est de faire déjà des 360, donc c'est de parler à tous les gens autour du dirigeant. Ça arrive assez fréquemment. Mais donc, du coup, on se nourrit un peu des visions, parce que c'est comme ça qu'on arrive à savoir un peu les angles morts des gens. Parce qu'on se pense... tu sais, il y avait un meme sur Facebook il y a longtemps qui était How I see it, how they see me. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles. Comment je le vois, comment il me voit. Et donc, il y a un peu de ça. Là, on peut arriver à trouver un peu des zones d'intervention qui sont assez intéressantes. Donc, on parle effectivement à ces gens-là, et les dirigeants sont isolés. Ils ont personne pour savoir s'ils doivent licencier ou pas telle personne, ou changer la manière dont leur leadership team est organisé. Il n'y a pas beaucoup de gens pour le faire. Des fois, il y a des fonctions RH, mais c'est finalement assez rare. Et puis, c'est plus administratif, c'est plus opérationnel. Il y a des très bons RH qui sont capables de faire ça. Okay. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de monde pour le faire. Alors, on veut pas ouvrir un sujet avec le board. Donc, on se retrouve un peu seul. Donc là, c'est intéressant. On appelle les collègues, des co-founders, et puis parfois des gens comme moi avec qui on peut avoir des discussions un peu d'insider-outsider qui connaissent. Parce que chaque fois qu'on rentre dans une entreprise, on apprend à connaître l'entreprise, le business, le champ compétitif, etc. Donc il y a quand même ça sort pas de nulle part. Donc on aide à prendre ces décisions, mais vraiment par le questionnement. Effectivement, c'est une forme de sparring partner. Puis après, il y a un framework méthodologique qu'on utilise. La deuxième partie dont je voulais parler, c'est d'être insularisé. Donc c'est cette idée que non seulement ils sont isolés, donc ils ont peu de gens à qui parler, parce que it's lonely at the top, comme on dit, mais en plus ils sont insularisés dans le sens où ils vivent leur entreprise. Donc je me suis déjà retrouvé dans des entreprises très connues avec des gens qui étaient absolument brillants autour de la table. Vraiment 100 fois plus, des CV incroyables de McKinsey, de travail pour le gouvernement aux États-Unis, des choses incroyables. Et ils font quand même appel à quelqu'un de l'extérieur, parce que ils comprennent la valeur de venir mettre un peu le doigt dans la bulle, et donc de ramener un peu un vent frais, parce que en fait, dans chaque entreprise, il y a une pensée. Chez Google, il y a une pensée Google. Chez Twitter, il y a une pensée Twitter. Et chez L'Oréal, il y a une pensée L'Oréal très forte, avec des cultures. Et de temps en temps, ils ont besoin de gens de l'extérieur qui viennent un peu les provoquer, les chambouler, leur apporter aussi des benchmarks de l'extérieur, d'autres industries, d'autres façons de faire. Et ça, je pense que c'est assez bénéfique pour tout le monde. Après, on prend ou on prend pas, mais en tout cas, c'est une forme de diversité intellectuelle qui est plutôt riche et nourrissante pour les leaders. Tu touches à des sujets culture aussi ? Bien sûr. On touche tout. Moi, je précise ma pensée. Je pensais à cette citation de, je sais plus qui, mais la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. C'est ce que j'allais te dire. Et parmi tes clients, tu m'as cité des belles marques installées. Enfin, L'Oréal, ça fait plusieurs centaines d'années, une centaine. Bref, ça fait longtemps qu'elle est là et qu'il y a une culture qui s'est installée. Quand tu parles à des scale-ups, chers auditeurs, vous pouvez écouter Upway, épisode passionnant du panier que j'ai reçu il y a quelques mois, où en l'espace d'un an il passe de 0 à 1000. Non pardon, Upway il fait une super scale-up, mais il y a aussi cette table de paiement au restaurant. C'est le retour des vacances. Oh là, c'est difficile, mais bref. Swile. Oui, Swile. Non, pas Swile, non, mais ça me reviendra dans 2 secondes. Où il recrute 1000 personnes en un an. La culture, c'est critique. La culture, c'est critique, mais je pense qu'en fait, dans cette phrase, on sous-estime le fait que la culture est stratégique et la stratégie culturelle. Donc, je vais pas faire du Sciences Po là, mais la vérité, c'est que l'un est dans l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que je pense, ça sert à rien. En fait, c'est l'approche stratégique pure de la fin et des moyens vers la fin. C'est une approche occidentale typique.
une approche plus chinoise dans l'art de la guerre de Zhuang Tzu. Là, on va plutôt être dans une création des conditions du succès. Parce que c'est la culture. Donc en fait, il faut, je pense, vraiment toujours considérer les deux, et notamment la dynamique entre les deux. C'est-à-dire de se dire, est-ce que la stratégie fonctionne dans cette culture ? Est-ce que ma culture favorise la réussite de ma stratégie ? Je pense que les deux vraiment sont liés. Là, c'est un peu théorique. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est un super retour de vacances, chers auditeurs. J'espère que ça vous plaira. On prend quelques libertés, mais on va y rentrer dans le vif du sujet dans une seconde. C'est Sunday, l'app dont je parle. C'est une app de paiement au restaurant qui est complètement seamless quand tu es le client final. C'est une expérience qui est au top et qui a été fondée par les fondateurs du groupe Big Mama. Ah, génial. Ah oui. Ouais, qui cartonne. Qui sont d'ailleurs assez forts en culture. J'avais vu leur brand book Big Mama, ce qu'il avait mis sur LinkedIn, je crois. C'était assez drôle, c'était assez bien fait, c'était plein d'esprit. Je trouve ça super. C'est une belle boîte, une très très belle réalisation. Ouais. Ils sont passés dans alors je sais plus si c'est lequel des deux fondateurs, mais dans le Génération Do It Yourself de mon associé Mathieu, que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs. On adore. On est fin août 2022. Il s'est passé pas mal de choses cet été. Ouais. TikTok, il vient d'annoncer un rapprochement, pas un rapprochement, mais disons des fonctionnalités avancées pour vendre avec Shopify. Mais TikTok et Facebook qui annonçaient au début de l'été qu'elles retiraient les fonctionnalités de shopping sur les plateformes européennes. Mm-hmm. On a beaucoup discuté lors d'un déjeuner récemment du social commerce et du live commerce et des différences de culture. Le QVC cartonne aux États-Unis. Le QVC, c'est on l'a dit, Quality Value Convenience, donc c'est le téléshopping aux États-Unis. Pourquoi est-ce que Facebook et TikTok se retirent à ton avis, du social commerce, en tout cas des fonctionnalités social commerce? Alors c'est une question difficile. Merci de la poser. Je commence par ça. Non, déjà c'est vrai que aux États-Unis, le QVC, donc le téléachat, c'est vraiment ancré dans les mœurs. C'est toute une génération. Plutôt une génération d'ailleurs plutôt jeune maintenant. Et donc, c'est des machines de business incroyables. Et c'est vraiment dans la culture. Donc, depuis une dizaine d'années, on va dire, moi j'ai vu des entreprises, des startups aux États-Unis qui se sont dit on va essayer de faire la version Gen Z ou millennial du QVC. Donc, ça sera forcément sur mobile puisque c'est là où les jeunes passent leur temps. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a toujours d'ailleurs des tentatives, des choses existantes. Notamment, il y a une entreprise assez intéressante là-dessus, s'appelle Network, sans voyelle, donc NT WRK, hein, c'est le retour des vacances. Ça va être une thématique, je pense. Donc, qui est une entreprise basée à LA et qui fait en fait un mélange de entertainment, live commerce, et c'est TikTok, QVC et High Snobiety mélangés ensemble. High Snobiety. Donc High Snobiety, c'est un site de sneakers pour les gens qui aiment tout ce qui est urbain, collectibles, etc. Et donc c'est vraiment, ils font des shows avec des stars du basket qui sont donc en live sur le mobile. Et où on peut, à chaque fois, il y a des drops reliés à ces shows. Donc, on peut acheter, en fait, c'est de la drop culture de l'achat, donc des quantités limitées de produits exclusifs qu'on peut acheter en très peu de temps. Mais pour ça, il faut regarder l'émission. Voilà, donc, eux, je pense que c'est un modèle très intéressant. C'est plus sur une niche. Écoute, ils continuent d'exister. Ils ont l'air d'aller plutôt pas trop mal. Je sais pas combien d'argent ils génèrent. Mais en tout cas, ça existe. Et après, il y a des choses qui existent comme Shop Shops, par exemple, j'avais rencontré la fondatrice au tout début de l'aventure, qui en fait, c'est du live shopping qui était à la base destiné, elle est d'origine chinoise, qui était à la base destiné aux consommateurs en Chine qui voulaient acheter dans les magasins américains. Donc en fait, elle faisait un show, elle allait chez Banana Republic ou dans un magasin sympa de New York, et en fait elle préparait ce show avec la boutique. En plus elle faisait la nuit pendant que la boutique était fermée, donc tout bénef pour la boutique, et donc elle montre les différents produits et les gens peuvent acheter en live. Donc encore une fois, parce que la culture chinoise est comme on en reparlera je pense,
hyper friand de ce genre d'interaction. Et maintenant, en fait, ça a évolué vers quelque chose d'un peu plus global. Mais pareil, ça reste quand même encore très petit. Et donc, le fait de voir TikTok essayer en Angleterre et finalement décider de pas y aller, le fait de voir Meta essayer et finalement pas y aller, je pense que ça pose des questions sur le modèle. Et peut-être que la réponse, elle est dans le fait que, comme il y a déjà le QVC et que les codes sont déjà un peu écrits, peut-être c'est plus difficile de réécrire des codes quand ils sont déjà liés à un format qui était le format télé. Alors qu'en Chine, en fait, les codes sont natifs, entre guillemets, le live stream, le live commerce, et a émergé d'un coup. Il n'y avait pas de culture de QVC avant. Donc peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne moins. Donc, après, ma deuxième hypothèse, c'est un peu ce qui a été avancé par Meta d'ailleurs dans leur communiqué de presse, c'est je pense qu'on est aujourd'hui dans une culture le rapport au contenu, c'est un peu ce que j'appelle du binge snacking. Donc on veut snacker des petits contenus. C'est vraiment en fait c'est la culture du Skittles. C'est mais sauf qu'on mange 10 paquets de Skittles. Donc on veut plus faire des gros repas, on veut manger 10 paquets de Skittles. Et donc la culture, c'est pour ça qu'il y a Reels, TikTok fonctionne très bien. Donc des choses très courtes, où on a une démonstration très rapide et on peut zapper justement comme ça à la demande. Paraît peut-être plus adapté à cette génération occidentale. Après, le fait que le live stream ne fonctionne pas, enfin que le live commerce ne fonctionne pas encore, je pense il faut bien distinguer live commerce et shoppable vidéo. Je pense que la shoppable vidéo Tu peux nous expliquer la différence? La différence, c'est qu'il y en a un qui est live, donc il faut être là au bon moment, entre guillemets. Et il y en a un qui est asynchrone, donc qui a déjà été enregistré, mais mais sur lequel on peut effectivement acheter et avoir la validation sociale, éventuellement de montrer ce qu'on a acheté ou de le dire ou de le partager. Et l'expérience entertaining de pouvoir le faire. Donc voilà, je pense que là il y a vraiment une distinction. La shoppable vidéo, à mon avis, ça, d'ailleurs, Amazon y va, donc voilà, Amazon Live, c'est une toute petite partie, mais Amazon Vidéo, dans la manière de présenter les produits, ça commence à grandir et tout le monde s'y met là très sérieusement. Donc ça, je pense que là, il y a un avenir. Et là, on est à la confluence en plus de l'influence et du réseau social. Totalement. Le shoppable vidéo. Totalement. Influence, réseau social, entertainment, snacking, et puis petit plaisir de pouvoir acheter un produit qu'on vient juste de découvrir. Je reviens en arrière de 3 minutes. Tu as parlé d'un truc et c'est vrai que j'ai jamais abordé vraiment le sujet, mais la drop culture, la culture du drop, c'est quelque chose d'assez récent. C'est venu un peu avec le dropshipping, je pense, enfin l'avènement du dropshipping, mais aujourd'hui, ça se démocratise beaucoup. Et je pense à toutes les strates. Je suis en train même de réaliser en le disant que Bugatti, qui fait des séries limitées de 5 ou 10 verrons, avec à chaque fois une petite variation, une table de bord en porcelaine ou autre, c'est mine de rien du drop aussi. Il y a du drop à tous les niveaux. Oui, alors je sais pas, effectivement, dans le passé, j'ai pas de parallèle forcément qui me viennent, mais c'est vrai que bon, aux États-Unis, vraiment la marque qu'on va citer en principal sur ce sujet, ça sera Supreme. C'est vraiment beaucoup disent c'est eux qui ont inventé cette culture. Je sais pas exactement, mais en tout cas c'est vrai que c'est eux qui ont inventé la grande queue devant le magasin où les gens attendent des heures et au fait tous les jeudis il y a une nouvelle drop et donc du coup en fait il y a une habitude qui est donnée. Les gens viennent, ça devient en fait un endroit où on a envie d'être pour discuter. Puis derrière il y a le marché gris où aujourd'hui en fait même dans le luxe il y a des discussions sur au fond c'est pas tant le prix de vente qui compte, c'est le prix de revente. Donc vraiment, la resale value aujourd'hui, c'est une des discussions qu'on peut avoir avec des équipes dirigeantes sur on regarde la resale value, comme ce qui se fait déjà dans les montres, par exemple. Mais donc, c'est qu'un de nos clients, c'était pas son objectif principal, mais c'était l'un des KPI sur lequel on travaillait. Donc ce client, c'est Moser, qui fait des montres. J'en ai parlé plusieurs fois. Je les adore. On travaille avec eux depuis 4 ans. Et on a vu l'évolution de la resale value au cours de ces 4 années. Et ça fait partie des succès et des KPI en tout cas qu'on mesure, mais des succès qu'on a eu. C'est intéressant ça. Ouais. Mais donc le drop, je reviens dessus. Donc c'était industrialisé à faible échelle, ce qui est difficile pour l'avoir déjà essayé à grande échelle.
en fait, c'est de faire des drops, de scaler le drop. Parce qu'en fait, déjà, il y a un enjeu de production. C'est pour ça que les fashion shows sont pas tous en see now, buy now. Ce qui a été fait, je crois, en 2017 par Burberry en Chine. Sur Taobao, c'était vraiment un des débuts de cette logique. Tout le monde a dit, ça y est, maintenant tout va être see now, buy now. Donc je vois, j'achète. See now, buy now. Buy Okay. now, ouais. Pardon, j'ai pas mis l'accent. Non. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est très difficile parce qu'il faut produire, il faut garder le secret, il faut shipper au même moment partout dans chaque boutique. Et ça demande vraiment une organisation logistique qui était très difficile avant, et pas que dans la haute couture, hein. Je parle vraiment de niveau Calvin Klein, etc. Donc de masse, enfin on va dire contemporary, ce qu'on appelle contemporary fashion aux États-Unis, donc le segment un peu premium. Mais ça, c'est vraiment très, très compliqué à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, notamment tout ce qui a été fait sur le supply, l'organisation de la supply chain, etc., permet de le faire de mieux en mieux et d'avoir des drops qui fonctionnent. Et Nike arrive à faire des drops. J'allais donner cet exemple. Je passe tous les samedis matins pour diverses raisons devant la boutique Nike des Halles. Tous les samedis matins, il y a la queue pour un drop. Donc c'est quand même. Alors on reparlera de Nike tout à l'heure. Ce que tu vois peut-être pas, c'est que tous les semaines, il y a des drops sur le mobile. Où les gens s'inscrivent et il y a une culture de la loterie. En fait, c'est la Française des Jeux version américaine, quoi, le drop maintenant. Parce que en fait, on peut acheter pour 150 € quelque chose qu'on va pouvoir revendre 400. Donc ça devrait être taxé comme un jeu, je pense. C'est drôle, la Française des Jeux à l'américaine. Donc je vois pas les drops mobiles, mais je vois en tout cas les drops physiques, et je rebondissais là-dessus pour faire écho à la scalabilité du drop. Quand un Nike arrive, c'est que ça doit être faisable, surtout pour des chaussures qui ont été produites il y a quelques mois à l'autre bout du monde. Ouais. Tout ça doit être intelligemment agencé, prévu en avance. Oui, mais il y a par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais dans la sneaker culture, les gens en parlent beaucoup, c'est qu'en fait derrière, il y a des gens qui prennent par exemple des revendeurs, ils vont garder des paires pour eux, ils vont pas les revendre parce que derrière ils ont plus intérêt à les revendre sur le secondary market que sur le. La marge sera plus importante, enfin le multiple sera plus importante que la marge. Ils le font en perso, ils le font bref. Mais c'est intéressant, c'est tout un monde culturel passionnant. La shoppable vidéo et du coup la culture du Skittles, binge snacker beaucoup de petits contenus dans lesquels il y a potentiellement des achats à réaliser. L'Asie aujourd'hui, donc tu disais que la culture du QVC, donc du téléachat, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est 10% du e-com en Asie. 10% du e-com en Asie, oui. Ouais, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de players. Il y a Taobao, il y a Little Red Envelope, enfin on appelle Red. Le nom chinois est plus compliqué pour moi, j'avoue. Il y a Bilibili, il y a YY, et puis il y a bien sûr le TikTok version chinoise, Douyin. Donc oui, c'est 10%, c'est des croissances qui n'en finissent pas. C'est 2/3 de gens qui regardent des live streams qui achètent, qui ont déjà acheté. 2/3 des gens qui regardent des live streams achètent. Ouais. Ok. Ouais, c'est plus de 300 millions de personnes qui achètent en live stream. Donc c'est vraiment une culture. Enfin c'est assez récent, hein, parce que c'est sorti pour donc c'était je crois 2016, le 11/11, le jour des célibataires, où ils ont fait les premières live vidéos. Enfin ça leur a donné l'idée de faire à Taobao l'idée de faire des premières shoppable vidéos. Et puis c'est vraiment né de manière organique. Le style est très bien fait. D'ailleurs, quand on regarde Amazon Live, on voit qu'ils ont un peu copié le style chinois, alors que Google avait Shoploop, dont personne n'a entendu parler, mais qui était le projet un peu moonshot de Google sur le live stream commerce, et qui était en fait pour le coup qui ressemblait pas du tout, un peu fond blanc avec un feed scroll vertical qui était un peu dramatique, qui a jamais vraiment marché. Mais on peut se poser la question de est-ce que ça va revenir, en fait. C'est ça, moi je pense la question. C'est est-ce que ça va revenir. On considère que c'est parti pour l'instant, que le timing culturel n'est pas forcément bon. Pour l'instant, le timing culturel où l'offre et la demande se trouvent pas. Il n'y a pas de product market fit encore sur le live streaming qui soit complètement
on va dire, validé dans l'Occident. Est-ce que ça va revenir? C'est intéressant. Il y a plein d'acteurs qui essayent. Le printemps essaye, les grands magasins essayent tous. Pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça y est, c'est bon, tout le monde va acheter comme ça maintenant. Et puis, ça fonctionne pas trop, mais je pense qu'il y a pas non plus de stars. Et je pense qu'en fait, derrière, il y a peut-être un élément qui est pas assez pris en compte. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. Je sais qu'il y a des gens brillants qui travaillent dessus, donc je mets plein de guillemets là dans ce que je vais dire, mais je pense que il faut. Je regardais en fait qui présente ces émissions de live stream shopping. Soit c'est des comédiens. Donc, là, tu parles de la France. De la France, ouais. Donc soit c'est des comédiens. Donc bonjour, je suis comédienne. Donc, je sais pas, j'ai fait le cours Florent. Et du coup, est-ce que je suis vraiment... est-ce que Molière, c'est la bonne école pour vendre une tasse? Je sais pas. Ou je suis influenceur. Et en fait, les gens me connaissent parce que je suis plus ou moins crédible, je suis sympathique, etc. Et puis d'un coup, il faut que je me mette quand même un peu dans une relation un peu transactionnelle. Donc ça me rabaisse. Et là, on peut se poser un peu la question de du coup l'authenticité ou la crédibilité de ce que je vais vendre. Alors que quand je poste des expériences, on va dire des sponsor ads, on pourrait dire bon, c'est assez clair, ok, il présente un produit, il en fait pas trop. Mais de vendre quelque chose, c'est vraiment se mettre dans une posture un peu spéciale, hein, de vouloir convaincre des gens, de leur dire regarde, attends, il y a plein d'avantages, etc. Et enfin peut-être qu'il faut recruter sur les marchés de France, parce qu'on a quand même cette belle tradition en France des marchés, avec les maquignons, enfin les gens qui vendent les poils où rien ne colle. Voilà, je pense que c'est peut-être plus ça, en fait, c'est la culture du QVC américaine. En tout cas, quand on regarde ce qui fonctionne, c'est qu'ils ont ces vendeurs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une génération. C'est complètement professionnalisé aux États-Unis. En plus, tu as du coaching, tu as de la préparation, tu as du média training de QVC, quoi. Ouais. Donc en fait, quand tu as des vendeurs professionnels QVC, donc si tu vas aller faire du QVC aux États-Unis, qui est, comme je te dis, un énorme push business, hein, c'est tout le monde rêve d'en faire, grandes marques de cosmétiques, les grandes marques de mode, etc. Et en fait, tu es soit c'est toi qui y vas, donc c'est un représentant de la marque, mais alors là, il faut subir un coaching vraiment draconien pour dire les bonnes choses, être sympathique, bien démontrer le produit, ne pas s'arrêter. Enfin, c'est vraiment, ils ont vraiment une formule très très claire. Et si tu vends pas assez dans tes 10 minutes de segment, tu n'es jamais réinvité parce que donc tu as des objectifs de vente qu'il faut atteindre à chaque fois. Donc c'est vraiment très et puis il y a pas tu peux pas faire appel, hein. C'est vraiment c'est soit tu passes pas. Et après il y a des stars en fait qui sont formées à ça et dont le métier c'est de faire ça, et donc on peut embaucher une marque peut dire voilà, j'embauche X ou Y qui va faire la présentation de mon produit parce que je pense qu'elle représente bien les valeurs du produit et elle sait bien le démontrer. Donc ça c'est sur le QVC, mais sur le live stream commerce, je vois pas encore de génération de gens qui savent faire ça sans que ça soit embarrassant. Alors en France en plus on est un peu moralisant, donc déjà le téléshopping, ceux qui achètent au téléshopping, je pense qu'ils n'en parlaient pas trop. Je pense pas que ce soit très bien vu. Il y a un côté un peu vraiment, tu passes du temps à regarder des choses que voilà. Donc je sais pas, je pense que peut-être qu'on le verra jamais, hein. Enfin, tu vois, peut-être que c'est une fausse bonne idée qui ne verra jamais le jour. Peut-être. Mais je pense qu'il y a plein d'autres formes de vidéos. Parce que tu avais le directeur marketing de la Fnac en invité. Je crois Super épisode, surtout ne le ratez pas. Vraiment brillant. Et il disait que voilà, pour pouvoir appeler quelqu'un dans un magasin qui répond et qui te montre quelque chose en live, de moi à lui, c'est-à-dire en one-on-one, ça peut être très intéressant. Mais effectivement, de me loguer à 17h mercredi pour avoir une démonstration du nouveau Dyson, je sais pas si j'y vais, quoi. À l'heure de la vidéo reine sur les réseaux qu'on peut regarder à n'importe quel moment et rattraper à n'importe quel moment. Et c'est là que je veux aller sur l'influence et la shoppable vidéo. TikTok explose. Il y a un trend dont tu me parlais tout à l'heure. Amazon Finds sur TikTok, qui fait presque 26 milliards de vues. Et en fait, ce sont des vidéos des mecs qui ont trouvé des produits sur Amazon et c'est même pas de l'unboxing, hein, c'est démo produits. Ouais. En fait, si on regarde un peu si on dézoome un peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans les plateformes et
le e-commerce et le marketing aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un duo qui est en train de se recréer autour de TikTok et Amazon, qui fonctionnent assez bien ensemble, et qui s'opposent un petit peu, en tout cas qui viennent apporter un peu de diversité sur l'extrême domination de Meta qui est en train de décroître et qui a en plus généré une forme de désamour des founders et des marketeurs avec à cause de plein de choses. On peut rentrer dans les détails si tu veux, mais ce qui est important du coup, c'est cette création du duopoly TikTok Amazon, en fait, du duo. Du combo gagnant. Un combo gagnant, ouais, parce qu'en fait, TikTok travaille la discovery, le haut du funnel, donc c'est le bon moment pour montrer voilà, qu'on existe, etc. Ça donne envie aux gens d'acheter. Pour l'instant, il n'y a pas encore le shop est pas encore. Il y a eu un partenariat annoncé avec Shopify. Je pense qu'il va y avoir un TikTok Shop qui va être très puissant et très bien, mais ça va prendre quand même du temps à arriver. Donc, pour encore pas mal de temps, les gens, en fait, ce qu'ils voient sur TikTok, ils vont l'acheter sur Amazon et ensuite ils refont des vidéos sur TikTok de ce qu'ils ont acheté sur Amazon. Donc, on voit que là-dessus, il y a un duo gagnant. Et on peut prendre l'exemple de Liquid Death, qui est Liquid Death, donc mort liquide, qui est une marque d'eau en canette. Et c'est vrai que eux, par exemple, ils vont faire beaucoup de contenu. Après, on peut expliquer comment ils font du contenu sur TikTok, c'est aussi assez intéressant. Vas-y. Mais derrière, les gens, l'idée, c'est que ça amène vers des ventes Amazon. Donc, comment on fait de la pub aujourd'hui sur TikTok? Donc, il y a la publicité qui va être créée de manière consciente par la marque. Donc ça, c'est de la pub classique, comme on va faire sur Instagram, qui va avoir l'air authentique, etc. C'est pas de la pub qu'on verra à la télé, évidemment. Mais on va dire que c'est fait par la marque, c'est maîtrisé par la marque. Et ça, on voit que c'est une petite dépense parce que c'est trackable, etc. Mais ça reste environ 10% de ce que les marques mettront sur un méta. En revanche, ce qu'on voit beaucoup, c'est une espèce de... On pourrait appeler ça du spray and pray, c'est-à-dire je diffuse et je prie, mais c'est de, en fait, générer beaucoup de contenu organique, donc fait par des influenceurs qu'on va payer pour pas cher, entre 500 et 4000 dollars pour un post qui va montrer la marque, d'accord? Et ensuite, on regarde, on attend, on monitor, et dès qu'il y a quelque chose qui prend la vague, qui a du momentum, on réinvestit derrière. Donc en fait, moi j'appelle ça, c'est un peu comme être un VC. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme être un VC de la pub, c'est-à-dire j'investis dans plein de startups, donc c'est mes contenus. Et puis quand il y a un contenu qui fonctionne, je remets de l'argent derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et donc là, l'équation dont j'entends pas mal parler, c'est 50-50, c'est-à-dire 50% de dépenses qu'on va pour payer les influenceurs pour créer du contenu et les laisser un peu voir ce qui fonctionne. Donc ça, il faut les identifier, etc. avant. Et 50% sur de capital qu'on garde pour booster, amplifier le contenu qui est prometteur et qui a une dynamique. Et qui marche. Vous pouvez le voir, chers auditeurs, si vous allez sur chers auditeurs, sur Liquid Death sur TikTok. La 4e vidéo fait une 30aine de milliers de vues. Si vous allez voir la personne qui l'a créé à la base, elle a fait, on a regardé tout à l'heure, je sais plus, 60 millions, je crois, je vais pas dire de bêtises. En tout cas, beaucoup plus. Donc, une partie du budget en spray, en diffusion auprès d'influenceurs pour réaliser des vidéos, c'est ça? Ouais. On monitor les vidéos créées, ouais. Celles qui marchent ou en tout cas qui ont le potentiel de devenir virales, on les pousse avec de l'investissement. Exactement. Sachant qu'il y a 2 fois plus d'engagement sur une vidéo créée, donc 93% de plus d'engagement sur une vidéo créée de manière organique, donc UGC, qu'une vidéo créée par la marque, même si elle va essayer de faire du faux UGC, entre guillemets. Donc, elle va faire le style UGC, mais... Donc 93% de plus quand c'est créé par le créateur lui-même. Et donc, évidemment, c'est pas que des vidéos qui sont suscitées, sponsorisées. Il y a aussi toutes les vidéos qui sont organiquement présentent la marque. Donc, dans Amazon Finds, par exemple, les gens vont montrer un blender, par exemple, pour faire des cocktails, un mixeur. Et ils vont en parler. Et derrière, la marque de mixeur va voir
et va dire ça, moi ce contenu, je veux le white labeler. Donc c'est-à-dire je veux le prendre et mettre de l'argent derrière. Et toi, influenceur, je te donne rien, mais je te donne la notoriété de mettre 40 000 euros derrière ton post pour que ton post il passe de 60 000 à 2 millions, ce qui toi t'aidera dans le futur. Donc du social media monitoring pour trouver les vidéos qui parlent de mes produits. Si les vidéos me plaisent, me correspondent, j'investis en achat média sur la vidéo de la personne, sur son compte à elle. Sur son compte à elle, mais ça se diffuse sur son compte à elle et sur mon compte. Donc c'est compté sur son compte à elle, mais en fait, ça vient de mon compte. Donc en fait, il y a le double compteur, et ça, c'est devenu très simple. Ça a été vraiment très simplifié sur TikTok. C'est aussi possible sur Reels, sur Meta, un tout petit peu plus compliqué. Mais voilà, on voit que ça, c'est une nouvelle pratique, le white labeling, d'aller chercher en fait des contenus et de mettre de manière très facile et vraiment avec 2 échanges d'emails avec le content creator, ouais. de pouvoir mettre ça. Et il y a une boîte d'ailleurs qui vient de lever de l'argent, qui a annoncé une levée, je crois, c'était il y a 2-3 semaines, qui s'appelle Bounty, qui en fait est une startup qui va en plus, pour être un peu entre ces deux mondes, donc de la création totalement organique à la création payée sur des gens qu'on a identifiés, qui vont être plus inverser la relation et dire, pour tous ceux qui veulent faire une pub avec la Nespresso, Nespresso offre 80 €. À vous de le faire. Donc, vous êtes payé quoi qu'il en soit. 80 €, et ensuite on vous pousse. Ouais. Quel que soit le. Donc, c'est le 50-50 dont tu parlais tout à l'heure, par exemple. Ou on vous le pousse, on vous l'envoie chez vous pour que vous puissiez l'essayer. Et donc, en fait, là, il y a un marché qui est en train de se structurer sur l'influenceur TikTok et comment est-ce que dans cette creators economy, on arrive à faire que l'influenceur soit suffisamment nudgé, incentivé, motivé pour créer un contenu qui va être positif et qui va viraliser, et que la marque soit en capacité d'amplifier là où il y a du potentiel. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus d'agence de création, puisque tout le monde potentiellement peut faire sa création, et on va mettre derrière. Alors ça me fait dire qu'il y a quand même un gros changement, je pense, assez structurel, de se dire qu'en fait, il y a 10 ans, l'ennemi du marketeur, c'était le manque de consistance. Donc il fallait que tout soit dans la plateforme de marque, etc., et que ça soit hyper consistant. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est la monotonie. L'ennemi, c'est la monotonie. Il faut pas que ça soit boring, il faut pas que ça soit déjà vu. Et donc, on veut créer de la surprise, on veut du Skittles. Et donc, il faut que ça soit coloré, pétillant, sympathique, ça dure pas longtemps. Et donc ça, en fait, on peut le faire maintenant à grande échelle. Hyper intéressant. Casser la monotonie versus respecter une plateforme de marque ou un guidebook, une brand guidelines il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour un marketeur, c'est compliqué du coup. C'est compliqué. Ton produit, enfin, alors, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis qu'il y a du, tu parles du GC tout à l'heure, on l'a pas dit, mais c'est User Generated Content. Je pense que vous le savez toutes et tous. Mais tu perds la possession de la maîtrise de l'image de ton produit. Comment, alors, le but est toujours de tous les entretiens du panier, hein, de les rattacher à la réalité, à de l'opérationnel. Une sorte de maîtrise quand même. Est-ce qu'on doit pousser les utilisateurs à, je sais pas, respecter certains codes? Oui, tu peux. En fait, quand c'est toi qui brief, tu peux briefer. D'ailleurs, je crois dans Bounty, il y a un brief. Donc tu peux briefer. Mais en fait, c'est une indication plus qu'une recommandation. Enfin, c'est une. Oui, en fait, ce let go, il existe déjà. En vrai, il y a une agence dont on connaît peu de choses. Elle était assez mystérieuse au début. Maintenant, beaucoup de gens en parlent. Mais c'est vraiment une agence énorme aux États-Unis, qui s'appelle Tube Science. Tube Science, ils ont inventé quelque chose de complètement radical pour Instagram et Facebook. C'est qu'en fait, tu ne payes pas ta production publicitaire. Donc, eux prennent en charge ta production publicitaire. Donc, ils vont prendre en charge ton ad set sur Facebook et sur Instagram, et ils vont se dire, voilà, nous, on va vous créer des contenus. Si vous dépensez au moins 10 millions par mois, d'accord? Donc, il y a quand même un petit threshold, ou 5 millions. C'est moins que ça. Hein. Mais si vous dépassez un certain niveau, on vous prend en tant que client. Et en fait, on va prendre
10 à 15% sur la différence de CAC qu'on va générer. Donc en fait, sur tout l'investissement média que vous allez faire, parce qu'on va vous baisser le CAC, parce que nous, on sait faire de la création mieux que vous, et mieux que les agences, parce qu'on connaît l'algorithme mieux que vous, on va se rémunérer là-dessus. Mais par contre, vous payez rien upfront. C'est-à-dire, vous payez rien au début. C'est-à-dire, vous nous dites juste, voilà le produit, voilà 2-3 guidelines. Donc ça se fait par Excel. C'est un rendez-vous au début. Et ensuite, il y a quasiment plus de relations. Donc il n'y a pas de commerciaux qui travaillent dans une agence, qui appellent le client pour savoir s'il va bien, etc. Tout ça est complètement automatisé. Et donc, on va, derrière, il crée en fait des concepts, des assets. Ils appellent ça des concepts. Et ensuite, derrière, ils vont faire des variations sur ces concepts. Et donc, ils vont sortir, je sais pas, 200, 300 variations toutes les 2-3 semaines pour nourrir l'algorithme. Donc, c'est des petites variations parfois. C'est des variations juste sur la première image, une copie qui va être un peu différente. Donc, c'est plein de petites variations. Et puis derrière, il voit ce qui fonctionne. Et donc, l'algorithme remet quand ça fonctionne. Et donc, en fait, ils arrivent à faire c'est comme du test quanti à grande échelle et en live pour réussir à avoir un contenu gagnant. Et donc, eux se rémunèrent sur leur capacité à créer du contenu gagnant et à faire qu'en fait, la marque, elle va adorer ce contenu gagnant, donc elle va investir derrière. Parce qu'elle va se dire, moi j'ai un CAC à 60 sur ce contenu et à 80 sur un autre. Donc je vais mettre derrière le CAC à 60, évidemment. Et donc tout ce que je mets, ils prennent 10%. Donc énorme inversion de la relation. Et puis derrière, perte de contrôle, parce que ça veut dire que derrière, en fait, vous validez les assets, mais il ne s'agit pas de leur dire 3 fois de suite, on n'aime pas, c'est pas dans les clous. Parce que là, ils disent, on a hâte de travailler avec vous. Et arrêtez de travailler avec Tube Science pour certains barques DTC aux États-Unis, c'est juste pas possible. Parce que en fait, c'est 80% de leur revenu. C'est hyper intéressant. J'aimerais le mettre en parallèle d'un truc qu'on se disait un peu plus tôt en préparant cet entretien, que parfois les marques oublient d'investir dans la marque et se concentrent uniquement justement sur de la perf. Et typiquement Tube Science, c'est ça, c'est de la perf. Tube Science, c'est de la perf. Pure et dure, avec de l'optimisation à l'extrême. Pure et dure. Alors on fait tout pour essayer de les garder dans quelque chose, mais c'est eux qui ont le contrôle, donc c'est eux qui vont dire tiens, j'ai l'idée. Je sais pas si je reviens sur un espresso, c'est comment je vais jouer avec la tasse de café, où est-ce que je vais la mettre, etc. Ça, c'est eux qui décident qui va être dans le casting. On peut leur donner des guidelines, mais encore une fois, c'est eux qui voient. Et en fait, eux, ils ont une compétence particulière que n'ont pas les marques, c'est qu'ils décodent l'algorithme. Et en fait, au fond, le marketing digital, aujourd'hui, c'est moi contre l'algorithme. C'est ça je pense le takeaway. Ouais, le takeaway, c'est vraiment la bataille. Et c'est là où c'est intéressant, parce que donc l'algorithme, il est nourri par quoi? Par des points de data. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec Meta et iOS 14 et 14.5? C'est que du coup, on a beaucoup moins de points de data. Donc, Apple, avec ATT, encore plus, resserre derrière la capacité à traquer ce qui se passe, donc moins de points de data, donc l'algorithme Facebook et Instagram finit par coûter très cher parce qu'il fonctionne moins bien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, maintenant, ça fait quasiment 1 an qu'ils travaillent sans data. Et donc, là, ils sortent des nouveaux outils. Donc, un outil qui sort bientôt qui s'appelle Advantage Plus pour automatiser, simplifier et en fait, savoir la manière de gérer l'adset. Et ça va avoir comme conséquence, en tout cas c'est ce que les bêta-testeurs ont vu, de lisser un peu plus et de faire baisser déjà le CAC, ce qui est quand même la grande bonne nouvelle, et puis de lisser la variation du CAC, parce que c'est aussi un autre grief contre Meta, c'est que en fait on se lève le matin et on ne sait pas, notre coût d'acquisition peut quasiment doubler. Oui, voire plus, on en parle souvent sur le panier. Du jour au lendemain, il y a de la saisonnalité, il y a du coup la pression à faire du bon contenu, parce que si on n'a pas la machine derrière pour faire toujours du contenu un peu nouveau, parce que le contenu s'épuise assez vite, donc si on dépense beaucoup, il faut beaucoup de contenu. Et donc là, voilà, donc il y a des solutions qui se mettent en place. L'algorithme en fait commence à s'habituer à avoir moins de data, et il est un peu retrainé pour mieux marcher dans ce nouveau monde.
Hyper intéressant. C'est moi contre l'algo. Tu as parlé tout à l'heure de désamour de Meta, tu parlais des annonceurs. Oui, il y a un vrai désamour de Meta qui est... Je pense qu'il y a 5 causes. D'ailleurs, il y a eu... Donc la première, c'est iOS 14 avec les CPM qui sont devenus prohibitifs un peu d'un coup. Et donc là, on s'est quand même dit, OK, ça fait un peu mal. Plus, pour une petite marque, c'est encore pire parce que la perte de signal, pour une grosse marque qui investit beaucoup, elle est compensée par le fait qu'il y a plus d'exposition. Mais une petite marque qui dépense moins de 5 millions par an sur Facebook, là, du coup, vraiment, elle travaillait dans le noir. Ça, c'était le premier point. Ça, c'est pas vraiment à cause de Meta, hein, mais en tout cas, c'est les vécus comme ça. Le deuxième, le schéma d'attribution, qui est quand même toujours très opaque. Donc là, on ne sait pas, en fait, est-ce que vraiment c'est généré par la plateforme ou pas. Donc là, il y a eu, je t'en parlais tout à l'heure, le blackout d'octobre 2021, où la plateforme n'a pas marché et les gens se sont... Il y a eu 2 effets. Il y a eu un effet de réalisation que en fait, tous nos œufs étaient dans le même panier. Donc, en fait, effectivement, si ça se reproduit, j'ai quand même 0 lead. Enfin, ça coupe tout. Mon lead generation, il est à 80% coupé pendant une journée. C'est quand même pas sympa. Donc, j'ai une petite réalisation. Je me dis, il faut peut-être que je me diversifie. Et la deuxième, il y a des gens pour qui ça n'a rien changé. Et donc, ils se sont dit, attends, l'attribution, comment elle est faite? Parce que si quand rien ne se passe, mon e-commerce continue, rien ne change, il y a peut-être des questions à se poser. Donc là, il y a eu quand même un effet là-dessus. Le troisième point, c'est l'instabilité et les changements de règles qui font que ça, c'est difficile. Il y a eu quand même, à travers le temps, quelques changements sur comment sont gérées l'attribution justement 28 jours, 7 jours, des nouvelles règles qui sortent, qui ne sont pas toujours bien expliquées, on va dire. Le quatrième point, c'est le manque de relations humaines sur les gens qui dépensent pas, qui dépensent quand même beaucoup, mais pas assez. Donc, en gros, 5 millions par an, tu deals avec un bot. Donc, tu n'as pas vraiment de relations humaines derrière. Donc, ça peut être très frustrant pour les gens parce que tu dis, ça fait 2 ans que je vous donne 5 millions par an. On m'a jamais considéré. Donc là, il y a un petit sentiment de déconsidération. Du coup, le jour où il y a autre chose, on se dit, tu sais quoi, si les autres me draguent et ils sont sympas, j'y vais, quoi. Donc, très humain. C'est très humain. Et puis, c'est un peu un truc d'ego, mais il faut pas sous-estimer l'ego. Et le cinquième point, c'est on va dire les PR. Je pense qu'ils ont été un peu gauche ils ont été woke, mais gauche dans le wokisme. Et aujourd'hui, on voit que le marché américain a quand même le monde du marketing est très politisé. Et donc, vraiment, les gens n'ont pas envie de récompenser une entreprise dont ils pensent qu'elle ne fait pas assez, qu'elle pourrait faire plus. Alors après, c'est énorme. C'est des critiques très faciles sur des sujets très difficiles. Donc là-dessus, il y a aussi des jeux derrière, des jeux d'influence entre les différentes plateformes, d'essayer de pousser les pierres négatives, etc. Il y a de la politique aussi, hein, tu l'as dit à l'instant, mais TikTok qui à plusieurs reprises a failli être supprimé des États-Unis. Exactement, ouais. Et je pense que c'est le bon moment de rappeler une anecdote. Enfin, après, c'est Beaux Insights. Rappeler une anecdote, c'est que tu as failli être un early investor de Twitch et qu'on peut toujours se tromper dans ces insights. Mais très intéressant. Et d'ailleurs, il y a aussi un mouvement de grandes marques qui ont quitté Meta et le revendiquent. J'ai cité plusieurs fois Patagonia sur ce podcast, mais tu me parlais aussi de Coca-Cola qui a essayé, de Sterling, la banque. Ouais, c'est difficile pour certaines marques, c'est difficile de se passer de Meta. Ça, c'est très clair. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, avec TikTok, en tout cas, il y a une... Et l'arrivée de nouveaux acteurs. Ouais, il y a une diversification qui est saine. C'est comme si on avait tous nos investissements dans la crypto. Peut-être pas une bonne idée en ce moment. En tout cas, il y a quelques mois. Mais donc, du coup, c'est vrai que la diversification, c'est quand même la mitigation du risque. Donc, aujourd'hui, on voit que les marketeurs sont très intéressés, ont envie de pousser Snap, Twitter. On voit l'arrivée de nouveaux acteurs, donc LinkedIn, 10 milliards l'année dernière en ad. Enfin, en tout cas, Microsoft, 10 milliards en ad, donc une grosse partie de LinkedIn et Bing. LinkedIn, ouais. Donc, on voit que ça arrive fort. C'est 30% de croissance. Je pense que ça va continuer. Donc, ça, pour le B2B, par exemple, je pense que là, il y a des choses très, très intéressantes à aller chercher sur LinkedIn. Et puis, Netflix, qui arrive avec un nouveau
des nouvelles ambitions de permettre la publicité. Tu peux en dire plus pour ceux qui sont pas au courant? Oui, je pense que ça a été assez discuté. Alors, est-ce que ça va être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, je sais pas, mais il va y avoir en fait sans doute un double tiers d'abonnement, voilà, comme le font beaucoup de plateformes avec un peu de publicité. Donc ça fait très envie aux publicitaires. Tous les annonceurs et les CEO à qui je parle sont assez excités à l'idée de pouvoir faire un beau targeting. C'est très prestigieux. C'est une belle plateforme, c'est brand safety total parce qu'on maîtrise exactement ce qu'il y a autour. Les gens regardent, ils adorent leur série, donc t'imagines si tu mets ça dans Game of Thrones sur un dernier épisode, voilà, ça c'est quand même des très beaux placements et le targeting qui n'est pas sur Netflix. Qui n'est pas sur Netflix, t'as raison. C'est un mauvais exemple. J'ai jamais regardé Game of Thrones, donc je vais être le seul dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir targeter. Surtout très bien parce qu'ils ont toute la data qu'il faut pour mettre ça derrière. Donc c'est entre 1 et 7 milliards de projections sur le revenu publicitaire potentiel de Netflix en 2025. Donc c'est une grosse variation entre 1 et 7 milliards. Ouais. Et potentiellement sans rupture de canal quand on regarde sur une tablette ou un téléphone. Ouais, la pub, je passe directement à mon Citycom ou mon Amazon. Quoi. Et avec potentiellement des QR codes que tu peux flasher pour amener, etc. Parce qu'effectivement, tu as complètement raison. Là, on est sur du multiscreen qui est déjà bien coordonné. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Alors, ça ne sera pas encore sur du shopping. Je pense au début, ce sera vraiment du marketing. Et Hulu, par exemple, beaucoup de DTC américaines, quand ils ont voulu se diversifier parce que voilà, trop d'argent sur Meta, puis aussi aller recruter et faire de la discovery sur d'autres, pour aller taper d'autres bassins d'audience, sont allés sur Hulu, qui est une forme de Netflix, tu veux, aux États-Unis, et qui fait avec de la publicité. Et pour eux, ça a été super. Donc là, je pense que YouTube doit se poser des questions parce que je pense que c'est de l'argent qui va être diverti de la télé, de Meta et sans doute un peu de YouTube. Si effectivement ils le font, on sait jamais. Diverti, tu veux dire rediriger. Rediriger, ouais. Et bien sûr, et le dernier acteur, c'est Apple. Et ça, c'est quand même un peu la grande nouvelle. Et là, Paris, ou je sais pas si ça va se faire ou pas. En tout cas, je sais qu'ils recrutent des gens dans le domaine de l'advertising, mais c'est que ils ont des ambitions aujourd'hui, je crois que c'est 4 milliards de revenus publicitaires, principalement sur l'App Store. Demain, je crois que pour 2025, c'est 10 milliards qu'ils projettent. Donc, ça veut dire multiplier les touchpoints, c'est-à-dire commencer à faire plus sur Apple Music dans les podcasts, commencer à faire plus sur Apple Stock, qui est aussi un gros pourvoyeur d'attention, Apple TV+, et puis il y a des gens qui disent peut-être le téléphone en soi, mais ça, je pense que sur une device à plus de $1,000, c'est pas une bonne idée. Je pense pas qu'ils le feront, et d'autant plus que ils avaient fait un système qui s'appelait iAd, qui était un peu un échec, de 2010 à 2016, qui a jamais vraiment très bien marché pour essayer de targeter un peu C'était un des échecs de Steve Jobs. Et je crois que tu l'as pas dit, ou alors je l'ai raté, mais Apple TV aussi, qui est très développé. Apple TV, oui, bien sûr, qui est un des réseaux possibles pour pousser du content. Enfin, pour pousser, pardon, du sponsor content. Hyper intéressant. Et donc, attends, je termine là-dessus, parce que c'est intéressant, parce que du coup, dans les conversations, qu'est-ce qu'on entend ? On se dit iOS 14, qui a mis un peu mal Meta, et vraiment, même très mal, et durablement, qui a vraiment renversé la table. Et Apple, qui a des ambitions d'être de plus en plus présent dans le monde publicitaire, ça ressemble quand même à une forme de combat, en tout cas par proxy. Ouais, de bras tordus bien fort entre le pourvoyeur de trafic et le pourvoyeur de pub. C'est hyper intéressant. Et Amazon derrière, qui est, je pense, pour le coup, une machine de guerre extraordinaire, avec un ROAS qui est, pour certains de mes clients,
3 fois plus c'est dans ROAS x3 par rapport au ROAS sur de la pub, du sponsor. Sur du sponsor, ouais. Okay. Sauf que les marges sont beaucoup plus faibles, parce que derrière, évidemment, tu as les marges faibles, parce que tu as des codes de distributeurs quand tu es notamment FBA, Fulfilled by Amazon, où là, tu payes Amazon pour qu'il s'occupe de beaucoup de choses. Et puis derrière, comme c'est très compliqué d'émerger sur Amazon, en fait, il faut que tu aies un peu une équipe de brokers dont c'est le métier, qui travaille pour toi, pour pas te faire baisser dans les listes, etc. C'est très compliqué. Là, pour le coup, c'est vraiment, c'est pas moi contre l'algo, c'est nous contre l'algo, parce que c'est des équipes entières qui essayent de maîtriser, de dominer l'algorithme. Ça, c'est un métier qui a explosé ces dernières 2-3 dernières années. Le conseiller, le consultant en Amazon Product, Amazon Product Page. Ouais, mais parce que c'est un travail de fou, de quotidien. Il faut que t'aies déjà plus que 3.8. Si t'es en dessous de 3.8 sur ta note, déjà, l'algo te punit. Ensuite, il faut que, il y a un truc fou, c'est que ça, c'est vrai, on s'en rend pas compte. Moi, quand on me l'a dit, j'ai écarquillé les yeux, j'y croyais pas. Mais en fait, le price dynamique, la dynamique de prix permanente, elle est très très réelle sur Amazon. C'est-à-dire que, en gros, il faut que tu sois en permanence, que tu aies la buyer's box. Donc, c'est-à-dire, c'est le petit truc orange à droite sur lequel tu peux add to the cart. Et pour ça, il faut que tu sois dans ton segment de prix et dans tes notes, dans ta qualité. Il faut que tu sois le plus attractif possible en permanence sur un mix de plein de choses, notamment la disponibilité du produit. Donc en gros, si tu as trop de stock, tu es puni. Si tu n'as pas assez de stock, donc tu vends trop vite, tu es puni. Donc en fait, pourquoi trop de stock? Si tu as trop de stock, en fait, si tu es Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire que Amazon a tes stocks. Amazon ne veut pas que tu aies trop de stock, ils veulent que ça tourne. Donc ils vont te dire, il faut que tu baisses ton prix. Sinon on te punit. Donc tu baisses ton prix, tu vends, sinon on te punit. Et si tu vends trop vite, ils vont te dire, non mais attendez, là c'est risqué parce que demain, s'il y a une vente qui se fait pas, une vente non réalisée, c'est une punition. Donc en fait, tu montes ton prix et tu baisses ton prix quasiment très régulièrement pour être toujours dans les bonnes places. Et là-dessus, il y a une boîte française qui s'appelle, alors j'ai vu ça, ils sont vraiment extraordinaires et ils font du prix, je crois que c'est Price Feed ou quelque chose comme ça, mais ils sont vraiment assez impressionnants. Je retrouverai leur nom, mais c'est une boîte française qui est installée à New York et qui fait ça, qui fait du dynamic pricing. Il y en a plusieurs et c'est vrai que c'est un enjeu principal. Quand je regarde tout ce qu'on se dit et que je prends un peu de... Alors je dézoome, comme tu le disais, mais entre la bataille contre l'algo, le choix de tes réseaux, l'attribution qui devient un vrai casse-tête, l'investissement perf versus marque, haut funnel versus bas funnel, qui est complexe. Et il y a encore un enjeu dont on n'a pas parlé. D'ailleurs, on peut en parler. On peut faire une petite parenthèse sur l'omnicanalité et le canal physique, historique, mais sur lequel beaucoup de DTC reviennent. C'est un gros casse-tête pour les e-commerçants. Alors, la boîte dont je parlais, c'est Price Move. Price Move, ouais. Ça a l'air d'être une vraiment pépite. Sur le magasin physique, la boutique, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un changement de statut de la boutique. Comme tu le disais en introduction, vraiment le KPI clé des retailers, c'est dollar per square feet, c'est donc l'euro par mètre carré, le rendement de l'espace. Mais comme aujourd'hui, les gens en fait viennent voir en magasin, achètent ailleurs, ou voient même quelque chose sur Internet, achètent en magasin, tout ça est très mélangé, donc on est dans ce monde d'omnicanal. Et chez Sephora, ils parlent d'omnitude. Omni-touché, donc là, on est dans un monde où vraiment tout est mélangé, et du coup, le statut de la boutique change un peu. C'est-à-dire que potentiellement, je crois que c'est 30 à 40% de gens sont plus likely, ont tendance plus à acheter en ligne s'il y a une boutique
près de chez eux pour pouvoir rendre le produit éventuellement s'il y a besoin de le changer ou de faire un achat ou de parler à quelqu'un. Donc on voit que le maillage géographique, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un magasin à Brest, même si le magasin n'est pas le plus bénéficiaire de tous les magasins, mais parce qu'il permet de faire que les gens font du e-commerce à Brest plus. Donc en fait, comment attribuer une part des ventes autour de ce magasin de Brest, finalement, à la zone de chalandise du magasin. Je fais une juste parenthèse, mais c'est un épisode génial que j'ai enregistré avec Maxime Richard de New Box, où il raconte comment, en ouvrant des boutiques en France, il y a une dizaine de boutiques, ça alimente le commerce local en ligne de cette zone-là, et comment les deux s'auto-alimentent. Complètement. Puis après, il y a juste un effet pas un effet d'aubaine, mais un effet de notoriété, de voir effectivement une marque, de s'en rappeler, etc. Donc ça devient important, le maillage. L'autre, c'est l'expérience. C'est quelle expérience je fournis. On voit qu'une marque comme Dior a créé une galerie avenue Montaigne. Dans le magasin, le flagship historique. Historique, mais qui était donc relancé cette année, mais qui est une expérience extraordinaire. Les gens font la queue. Moi, je travaille juste à côté. Il y a une queue en permanence devant, et les gens, ils passent 2 heures, 3 heures à avoir donc le dwell time. Là, c'est 3 heures de temps passé en contact intime avec l'histoire de la marque. Ça, pour moi, c'est un vecteur de fidélité. Et d'ailleurs, je pense que ça va être vraiment copié. C'est sûr que ça va être copié par plein de marques de luxe. Donc ça, c'est très vrai pour le luxe. Mais là, l'investissement, il est vraiment sur le long terme. Mais on crée vraiment ça, c'est ce qu'on appelle en anglais loyalty beyond reason. Donc c'est vraiment là, on est dans j'aime cette marque parce que je la comprends. Et je sais pas si tu as déjà fait des visites de vignobles ou moi j'ai travaillé dans le cognac, dans le champagne. À chaque fois que tu vas goûter, qu'il y a quelqu'un qui te parle, le maître de chez, qui te parle de son produit, mais tu reviens, tu te dis, mais c'était la plus belle expérience de ma vie, je ne bois plus que ça. Parce qu'en fait, on me l'a expliqué, voilà, j'ai compris les détails, la substance, le savoir-faire qu'il y a derrière, les terroirs. Et donc ça c'est vraiment très fort. Et donc effectivement, c'est vraiment une logique de marque de luxe, mais 40% des marques qui travaillent avec Shopify, des grosses DNVB, disent que leur priorité l'année prochaine va être d'investir ou d'investiguer ce qu'ils peuvent faire dans l'experiential commerce. Donc, plus des pop-up, des magasins de démonstration qui vont créer justement une expérience pour fidéliser, pour faire de la marque en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la pub classique du film de 1 minute, au fond, elle est beaucoup moins forte que l'expérience réelle, humaine, d'être dans un magasin et d'avoir une expérience avec quelqu'un. Donc, je pense que l'événementiel commercial, je pense qu'il y a vraiment un futur qui est riche parce que il y a rien qui remplace ça. Et le film d'une minute, il devient un peu... On voit tellement de choses extraordinaires partout. On est tellement surpris dans cette course contre la monotonie que du coup, ça devient beaucoup plus en plus difficile d'épater les gens et de les marquer avec le format film. Mais il y a encore des très belles entreprises qui arrivent, des très belles boîtes de production qui font ça très bien. Et ça reste un mix et un curseur à placer entre justement de la marque, de la notoriété de masse avec un film 1 minute aux 20h ou avant la finale de Game of Thrones sur OCS. Enfin la réinvention du tube science et l'optimisation à mort de messages par centaines sur des gros invests, et du coup ce dernier point qu'on aborde maintenant qui est l'UX en fait, c'est l'UX en magasin. Oui, je pense que l'UX... Repenser la fonction même du point de vente, quoi. Repenser la fonction du point de vente. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que je pense qu'il y a des milliards de choses à faire. C'est-à-dire que quand on regarde les gens dans un magasin, ce qu'ils font vraiment, par exemple le fait qu'ils scannent les produits dans une grande surface, rien n'est fait pour les aider à scanner les produits. Il faut se baisser, il faut ramasser le produit, il faut sortir son téléphone, il faut le faire. Bon, à partir du moment où tout le monde le fait, il y a peut-être une invention du UX à faire. L'attente de la paire de chaussures. Je t'en parlais parce que c'est un super exemple de Nike. Mais moi, je trouve que c'est dans les expériences de commerce d'un monde qui va bien, donc avec tous les guillemets qu'on peut mettre de privilégiés, d'attendre sa paire de chaussures, de dire à quelqu'un, voilà, je veux du 45, de le voir disparaître, de ne pas savoir s'il va revenir ou pas,
s'il est parti en pause déj, s'il s'occupe de quelqu'un d'autre, de le revoir revenir 10 minutes après, dire j'ai pas cette taille, Cette variation ou cette taille. ou cette couleur. Et toi, tu as attendu 10 minutes, tu as investi 10 minutes, ce qui est dans notre monde comme ça un peu de rapide privilégié et beaucoup, et on déteste ça. Tu te dis là, il y a une friction. Il y a une friction que l'UX doit résoudre. Et ce qu'a fait Nike, donc les smart lockers dans certains de leurs magasins aux US, je ne sais pas si ça existe en France, je pense qu'il y a un très beau magasin sur les Champs-Élysées, donc c'est possible qu'il l'ait. Tu réserves tes tailles, tes produits, et comme ça, quand tu arrives avec ton téléphone, tu délogues ton smart locker et tu as tes produits. Ça, c'est juste un tout petit exemple, qui est maintenant très bien connu d'ailleurs, mais je pense qu'on peut appliquer cette pensée à plein de points de friction dans le magasin. Donc, un UX qui est agréable, et comme tu le dis, ce qui est important, c'est de penser tout ce mix, c'est-à-dire de se dire, et je pense que dans le mix, il ne faut pas sous-estimer que la marque, quand tu dis il faut faire du branding, justement, je pense que le branding, en fait, c'est un peu trop associé à la pub télé. Je pense que le branding, c'est vraiment plein de choses. C'est la marque employeur aujourd'hui. Ça, c'est du vrai branding. Donc, très important d'investir dans la marque employeur, de savoir qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait. C'est tout ce qui va être associatif. Donc, les missions sur lesquelles on a envie de s'adosser. Ça va être des prises de position. Leclerc, quand Monsieur Édouard Leclerc prend position sur la vente de l'aspirine dans ses magasins ou de lentilles de contact, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais ça, pour moi, ça crée la marque. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment des éléments constitutifs. Des éléments constitutifs de cet esprit de la marque. Et je pense qu'aujourd'hui, la marque, elle doit se penser, et notamment dans une logique un peu plus même métaverse, elle doit se penser plus comme... En fait, les plateformes de marque doivent être accompagnées d'un peu d'une esthétique et d'une ambiance de marque. Parce que la pensée physique, en fait, aujourd'hui, elle revient, parce qu'en fait, c'est la pensée dominante du métaverse, c'est une pensée physique. On dit pas, je vais créer un e-store dans le métaverse. On dit, je vais créer une boutique dans le métaverse. Parce que le métaverse, pour l'instant, réplique beaucoup les façons de faire du monde physique. Et c'est là où je pense que les acteurs du monde physique ont vraiment quelque chose à jouer sur le métaverse parce qu'ils comprennent bien les logiques. Les logiques de flux, les logiques d'expérience, de où est-ce que les gens passent du temps, comment ils se déplacent, comment ils ont envie éventuellement, quel type d'expérience ils veulent avoir. Et donc, on se dirige vers, je pense, un monde que j'appellerais Omni 3, qui est un monde où finalement les gens vont avoir des expériences sociales, mobiles, parce qu'il y a WhatsApp aussi pour acheter, digitales, c'est-à-dire écran, on va dire, physique, et complètement virtuel. Et real-time 3D. Et donc, tous ces mondes ensemble, traquer l'utilisateur autour de ça, savoir où dépenser dans ce monde qui grandit, faire que tout ça soit à peu près cohérent, même si on l'a dit, il faut savoir lâcher un peu sur certains médias. Il vaut mieux que ça soit plutôt cohérent avec l'esprit du média que complètement cohérent avec, en tout cas trop contrôlé par la marque. Voilà, je pense que là, il y a des zones de défi qui sont hyper intéressantes pour le marketing de demain. François, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps et tous tes insights. J'espère... ça t'a plu? C'était ton premier podcast? Oui, ça m'a beaucoup plu. Déjà, je peux pas dire le contraire, parce que sinon je te... Non, mais en plus, je trouve que tu as une voix assez enveloppante. Voilà, il y a une forme de tension dans cette salle. Tout se passe bien, on est toujours habillés, chers auditrices, chers auditeurs. Merci infiniment, c'était cool. Je voulais commencer par l'anecdote Twitch, mais j'avais oublié, donc je l'ai placé au milieu. Mais on a abordé les sujets qui m'intéressaient, le social, le live, les plateformes, l'avenir de la pub, et avec ton passé de pubeux. Alors tu faisais du planning strat surtout, hein, de la strat, En fait, j'ai commencé par d'abord du commercial. Très rapidement, je n'ai pas fait très longtemps, mais mon premier défi, c'était de lancer, donc c'est un peu un crime diététique, mais de lancer le biscuit du petit déjeuner, c'est-à-dire le Belvita. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, le petit déjeuner, c'est un moment d'habitude. Et donc, j'étais tout jeune, j'étais encore à l'école, j'étais apprenti à l'ESSEC, chez BETC. Et donc, on travaillait là-dessus, ça m'a vraiment passionné, l'idée de faire changer une habitude.
profondément ancré, savoir qu'est-ce que c'était une habitude, comment le jus d'orange avait fait pour s'insérer dans le petit déjeuner en France avant. Voilà, comment on change une habitude, ça c'est quelque chose de je trouve absolument passionnant. Et ensuite, quand donc je suis allé aux États-Unis chez Havas, là j'ai vraiment fait des études consommateurs, donc sondage, focus group, et puis des ethnographies, c'est-à-dire d'aller passer du temps avec des ménagères dans le New Jersey pendant une semaine pour voir comment elles vivent, comment elles vont faire les courses et comment elles font la lessive pour le compte de Reckitt Benckiser. Ouais. Après, j'ai passé... pour le compte de, pardon Reckitt Benckiser, qui est une grande marque de FMCG, qui fait notamment Woolite. J'ai fait une semaine au Ritz-Carlton de Marina Del Rey pour Jaguar. Donc avec une Jaguar. Comment pense un riche. Voilà, exactement. Mais vraiment, avec voilà, un budget à dépenser en boîte de nuit pour aller rencontrer le jeune riche pour savoir un peu ce qui lui passe par la tête. Ouais, j'ai 26 ans, ouais, c'est grisant. Mais après, j'ai fait aussi des auto-entrepreneurs au Brésil pour savoir comment est-ce qu'ils imprimaient. J'ai fait des hommes d'affaires en Corée. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant. C'est un travail d'écoute. Tu es comme un peu une mouche sur le mur et tu te fonds un peu dans le décor et Oui, et quand on est dans la com et qu'on travaille à New York, on est un peu au cœur du réacteur de la communication, non ? Bah, oui, la mecque. En fait, tu vois les grandes tendances. C'est là où c'est intéressant de dézoomer. Mais sur le coup, c'est pas toujours évident. Mais c'est un peu un exercice de. D'ailleurs, dans le coaching, c'est un des exercices de coaching, c'est le zoom in, zoom out. Donc, c'est est-ce que tu prends une street view ou une Google Earth view d'un problème. Donc, comment tu alternes entre les deux. En fait, quand tu regardes des tendances, c'est aussi intéressant de faire les deux. Et quand toi, tu vis dans quelque chose, donc moi, dans ce monde-là de la communication, du marketing, l'idée, c'est, moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est l'hybridation. C'est-à-dire que en 2005, 2006, donc quand je suis allé chez Digitas, Facebook avait 1 an. YouTube, je sais même pas si ça existait, ça venait juste de commencer. Et donc, il n'y avait pas d'iPhone. Si, ça existait parce que. Et donc voilà, on faisait des bannières, on appelait ça la flash turbation. Donc c'était de faire du flash le plus compliqué possible, le plus lourd possible, mais qui gagnait des prix dans les festivals. Donc ça, c'est le biais publicitaire qui est malheureusement un peu la tristesse de cette catégorie. Et qui fait, je pense, la publicité traditionnelle a vraiment du mal à s'en sortir aujourd'hui. Ils sont pas alignés avec les intérêts des clients, je trouve. Mais donc dans ce monde-là, on a vu l'hybridation, on a vu le moment où en fait il fallait avoir une pensée de marque traditionnelle, donc un peu pré-ROAS. Okay, donc de se dire return on ad spend. Return on ad spend. Donc c'est-à-dire c'était quoi ? On était sur de la brand equity, c'est-à-dire des valeurs de marque, c'est quoi un peu les grandes valeurs de notre marque, etc. Donc ça, on va dire c'est une pensée traditionnelle. Et d'un coup, il y a toute cette nouvelle pensée qui était combien de gens cliquent sur ma bannière, etc. Combien 1 euro me rapporte et je suis capable de le traquer, de le tracer. Et d'ailleurs, Digitas, c'est une boîte qui faisait du CRM avant, qui venait du CRM. Donc beaucoup de monde dans le digital venait du CRM. Et donc le mélange de ces deux mondes a été vraiment très intéressant à vivre et à voir effectivement au cœur de tout ça. Et on a vu que ça prend quand même du temps en fait, tous ces changements. Et je pense que là, on arrive dans un autre mélange qui est plus un mélange de ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire pour moi, de l'entertainment, du social et du commerce. Et là, je pense que là, on est vraiment dans des zones de confluence qui sont en train de le marché est en train de se définir, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Si j'étais 25 ans aujourd'hui, je serais dans un de ces 3 milieux et j'espère que. Donc l'entertainment, c'est la creators economy, hein, c'est la création de contenu, l'influence et l'e-com ou la transaction, quoi. C'est ça ? Exactement. Et avec le social derrière, évidemment, avec tout ce qui permet de se connecter, d'échanger, de valider ses choix, de trouver les bonnes personnes pour faire les choses, pour promouvoir ses produits, pour faire du content. Non, je trouve qu'il y a le monde est, en tout cas, ce qui se passe en ce moment dans le monde du marketing est formidable, mais
on l'a dit, hein, j'ai l'impression que depuis 2 ans, on était tous très fatigués au début de l'été. Et on a tous essayé de couper un peu plus que d'habitude, je pense, parce que ça fait 2 ans qu'après le Covid, on a été vraiment bouleversés en surchauffe par tellement de changements. Et c'est vrai que moi, quand j'observe mon fils, soit sur TikTok, soit sur... oui, les blocs. Oui. Okay. Minecraft. Voilà, Minecraft. Pourtant, il passe assez de temps dessus. C'est vrai que je me dis... effectivement, le métaverse. Dans quel âge il a ? Ça paraît une évidence. Il a 8 ans. TikTok ? Ouais, TikTok ensemble. Hein. On le fait ensemble, on regarde ensemble. On n'en fait pas, mais on regarde. Puis moi, ça me permet de faire du. C'est mon ethnographie. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais. Et donc, c'est fabuleux de le voir à la fois extrêmement zapper, avec une forme de binge snacking. Là. On est vraiment dedans. Et à la fois. Complètement rêveur et dans Minecraft pour se perdre des heures à construire des mondes. Et l'idée de construire un monde, par exemple, c'est quelque chose qui, je trouve, cette idée du métaverse, elle est très exotique pour les gens de ma génération. Je pense que c'est pas, on n'a jamais vraiment, on a peut-être fait un peu de Lego pour ceux qui ont fait des Donjons et Dragons, etc. Il y a un peu peut-être ce bout de culture, mais ça reste quand même assez étonnant. Et en fait, c'est là où il faut le voir pour le croire. Parce que c'est vrai que moi, quand je parle à des CEO d'entreprises traditionnelles et qu'on parle de ces mondes-là, ils me disent ça sert à rien, qu'est-ce que ces gens vont faire, etc. Mais quand on voit l'utilisateur devant, quand on voit en pratique ce que les gens font, là, je pense que c'est une forme d'évidence qui du coup, nous oblige à nous poser des questions. Et c'est vrai que on n'est peut-être pas les plus équipés pour tout comprendre, mais en tout cas, faut être curieux. Soyez curieux, stay curious, stay foolish, stay hungry, stay foolish. J'avais curious la phrase de Steve Jobs, mais curieux c'est très bien. Restez curieux, chers auditrices, chers auditeurs. François, merci infiniment pour cette conclusion qui a duré une trentaine de minutes du coup, la petite parenthèse de fin. Conclusion la plus longue du monde. C'était top, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que cet épisode de rentrée, qui est un peu en dehors des clous et des chemins traditionnels vous a plu. Vous pouvez retrouver François sur LinkedIn, le plus simple, Grouillet, GROUI2LER, ou sur Joja NYC, NYC, comme New York City. Merci François. Et tu cherches, je le rappelle, une ou un associé en charge de la stratégie de marque. Oui. C'est ça, stratégie de marque. Stratégie de marque. Et je cherche aussi plein de talents, plein de gens intéressants, parce que je suis en France depuis 1 an. J'ai pas un mauvais réseau, mais j'ai un réseau qui est toujours par définition le résultat d'une histoire. Et donc, je suis très content de rencontrer tous les gens intéressants qui écoutent ce podcast, qui ont envie d'échanger. N'hésitez pas, on prendra le temps à prendre des cafés. Merci François, merci à vous tous. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine les meilleurs, la revue de presse e-commerce et les derniers épisodes du panier. Merci pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.